Un langage plus ancien que les mots. Nombre d'entre nous font l'expérience de communication interespèces au quotidien, mais presque personne n'en parle publiquement. Pourquoi certains d'entre nous écoutent et d'autres non? Pourquoi certaines personnes se fichent-elles de ceux qu'elles exploitent? Il existe un langage bien plus ancien et plus profond que les mots. Il s'agit du langage des corps, d'un corps contre un corps, du vent sur la neige, de la pluie sur les arbres, des vagues sur les rochers. Du langage du rêve, du geste, du symbole, du souvenir. Nous avons oublié ce langage. Nous ne nous souvenons même plus qu'il existe. Afin de maintenir notre mode de vie, nous devons nous mentir les uns aux autres et particulièrement à nous-mêmes. Quand nous permettons à des vérités évidentes de passer outre nos défenses et de pénétrer dans nos consciences, elles sont traitées comme autant de grenades roulant sur la piste de danse d'une improbable fête macabre. Nous tentons de rester hors de danger, de peur qu'elles n'explosent, brisent nos illusions et nous laissent face à ce que nous avons fait au monde et à nous-mêmes, face aux personnes creuses que nous sommes devenues. Nous évitons donc ces vérités flagrantes, et continuons la danse de la destruction du monde. Comme c'est le cas pour la plupart des enfants, quand j'étais jeune, j'entendais le monde parler. Les étoiles chantaient, les pierres avaient des préférences, les arbres avaient de mauvais jours. Les crapauds tenaient des débats animés, se vantant de la bonne prise de la journée. Comme des bruits parasites à la radio, l'école, ainsi que d'autres formes de socialisation, commencèrent à interférer avec ma perception du monde animé, et pendant de nombreuses années, j'ai presque cru que seuls les humains parlaient. Le fossé entre ce dont j'avais fait l'expérience et ce que je croyais à peu près me perturbait profondément. Ce n'est que plus tard que j'ai commencé à comprendre les implications personnelles, politiques, sociales, écologiques et économiques de vivre dans un monde réduit au silence. Tandis que le tissu écologique du monde naturel s'effile autour de nous, peut-être est-il temps de commencer à parler de l'ineffable et d'écouter ce que l'on a jugé inécoutable. Une grenade roule sur le sol. Regarde. Elle ne s'en ira pas. Il faut croire ce que l'on sait. Que sait-on? Les inégalités extrêmes ne sont pas durables. Le changement climatique va s'aggraver. La situation écologique impose de changer radicalement. Tout le monde ne peut vivre au même niveau que les riches, qui doivent accepter ou subir un appauvrissement matériel. Les migrations résultant de la mondialisation et des inégalités ainsi que de la dégradation écologique vont se poursuivre. C'est simple à admettre en parole, mais difficile en fait. Parce que le confort est encore très grand et que le système continue à fonctionner efficacement, parvenant à masquer les trous qui se multiplient dans sa carlingue. Tous nos piaillements d'alerte n'ont aucun effet sur le pilote, si bien qu'impuissants, nous continuons nos activités comme si de rien n'était. Il faut croire ce que l'on sait et agir en conséquence. Le système croissanciste nous prend dans un étau. Il reste assoiffé de ressources, mais tout effort pour en repousser la limite se traduit par une aggravation des dommages écologiques. La seule façon de survivre pour le capitalisme est devenue de détruire. Il y a quelque chose de terriblement fascinant dans le constat que les classes dirigeantes continuent comme si de rien n'était. Nulle part en leur sein, on ne perçoit de volonté sérieuse de réduire les inégalités, de remettre la bride sur le coût des marchés financiers, d'orienter l'économie dans une direction réellement écologique. La campagne présidentielle a pu se dérouler toute une année sans presque que soit évoqué le changement climatique. Partout, la croissance et les réformes structurelles qui restent l'alpha et l'oméga de la pensée économique. Le monde du début du XXIe siècle subit la classe dirigeante la plus stupide de l'histoire.
La seule question pertinente est donc comment désamorcer la bombe que l'oligarchie a posée et qu'elle continue à bourrer d'explosifs. Bonsoir. 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 Merci beaucoup d'être là ce soir pour cette lecture. Après ces 2 textes d'introduction, je vais vous exposer quelques faits, quelques chiffres qui m'ont été fournis par les équipes, les journalistes de Reporters, et qui vont nous permettre de réfléchir et de savoir grâce à des données concrètes. On va traverser 4 thèmes: l'eau, l'air, la terre, le feu. On peut commencer par l'eau. Les océans couvrent 70% de la planète. Nous sommes faits à 70% d'eau. Les océans absorbent 1/3 de nos émissions de CO2 et nous le restituent en oxygène. Une bouffée d'air sur 2 que nous respirons, nous la devons aux poissons et aux océans. Les océans s'acidifient, les coraux blanchissent, le plancton disparaît. Les baleines meurent à cause des sonars et des bateaux. Les espèces essaient de monter vers les pôles pour échapper au réchauffement. Je passe vite sur la surexploitation des océans à cause de la pêche intensive, extensive, à filet, la pêche au canard. La pêche à l'électricité aurait dû être définitivement interdite en Europe par un vote au Parlement européen il y a quelques mois, mais elle n'est toujours pas illégale partout. Et les lobbies travaillent à ce qu'on puisse à nouveau l'autoriser plus largement. Si quelqu'un connaît un lobbyiste. 22 000 tonnes de plastique finissent dans l'océan chaque jour. 90% des oiseaux marins ont déjà ingéré du plastique. Point positif. 70% ont trouvé ça bon. Si rien ne change, il y aura dans l'océan en 2050 plus de plastique que de plancton. Nos produits cosmétiques que nous achetons tous les jours, même nos dentifrices, contiennent des microbilles de plastique qui sont trop petites pour être arrêtées par les stations d'épuration. La plupart de nos vêtements, de notre linge de lit, nos couettes, nos matelas, sont désormais en plastique, qui se désagrègent lavage après lavage et finissent dans l'océan. Contrairement à ce qu'on peut croire, 20% seulement du plastique est recyclé en France. Et dans les pays les plus performants, on atteint les 49%. Je passe sur la pollution due au paquebot, ainsi que sur les forages pétroliers et gaziers, parce que je suis très sympa. Après l'eau salée, l'eau douce. Bonne nouvelle, l'eau potable est potable. Mais la moitié des eaux de surface ne le sont plus, à cause des pesticides. Les bouteilles en plastique sont fabriquées avec du pétrole et nécessitent aussi de l'eau pour être fabriquées. Certains départements ont autorisé l'épandage des pesticides dans les cours d'eau, qu'ils ont alors déclassés comme cours d'eau. Dès 2030, nous serons en stress hydrique. Les nappes phréatiques sont surexploitées. L'agriculture est extrêmement vorace en eau. Voici un texte de Paul Watson. L'eau de la terre est le sang de la terre. Et dans son immensité, on trouvera la molécule d'eau qui a un jour donné vie aux cellules de nos ancêtres de toutes espèces. L'eau que vous avez bue a coulé autrefois dans le sang d'un dinosaure, ou bien a été bue par des fougères précambriennes, ou rejetée dans les urines d'un mammouth. L'eau s'est servie de la vie de toutes les choses vivantes comme
d'une partie de son système circulatoire. Elle circule dans la terre et l'atmosphère, dans les glaciers et dans les corps de tous les êtres vivants. Elle est le lien qui maintient toutes les espèces ensemble et connectées intimement et pour toujours. Ainsi, l'eau est sacrée. L'air que nous respirons est passé au travers d'un nombre incalculable de systèmes respiratoires vivants. Sans les vies qui se sont écoulées, il n'y aurait plus d'air à respirer. La vie de tous les organismes passés a nourri l'atmosphère. Ainsi, l'air est sacré. Parce que le sol, l'eau et l'air sont sacrés par la contribution de toutes les vies passées, nous devons reconnaître que le passé est sacré et ainsi que le souvenir de nos ancêtres est sacré. Nos vies dans le présent cependant, de l'humanité, la contribution des humains du présent sera une bonne leçon pour illustrer le fait que les êtres humains naturels ne devraient pas s'écarter aveuglément du chemin de la nature. Si notre espèce survit, nous incarnerons la leçon. Pour ceux qui vivent dans le présent, la seule façon de contempler le futur est de le faire au travers des sentiments d'amour. L'amour pour nos enfants, les enfants de nos enfants et leurs enfants à l'infini et jusqu'à la fin de notre espèce et au-delà, jusqu'à la fin de la Terre. Ce sont les faits bruts. Notre planète est en train de mourir. À vrai dire, elle se... Nous sommes au bord d'un effondrement biotique absolu. Il y a des régions de la Chine où on ne trouve plus de plantes à fleurs, parce que tous les agents pollinisateurs sont morts. Cela veut dire 100 millions d'années d'évolution envolées. Un effondrement biotique absolu. Nous n'avons plus de terre saine. Nous sommes à court d'espèces et à court de temps. Et le changement climatique catastrophique a déjà commencé. Nous devons vraiment nous mettre à penser comme un mouvement de résistance sérieux. Parce que c'est une guerre. Je sais que ça dure depuis 10 000 ans et que ça fait partie de notre quotidien. Les lumières fonctionnent, les placards sont pleins, mais c'est bel et bien une guerre. Et s'il reste quelqu'un sur Terre dans un siècle pour regarder en arrière, il ou elle se demandera « Mais putain, qu'est-ce qui ne tournait pas rond chez eux pour qu'ils ne se soient pas battus toutes griffes dehors, alors que notre unique planète était en train de crever ?» Vous aimez tous quelque chose. Sinon, vous ne seriez pas ici. Quoi que vous aimiez, cette chose est menacée. Aimer est un verbe. Cet amour doit nous pousser à l'action.
'cause the desert turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and reeds. The ocean is a desert with life underground and the perfect is God above. Under the city lie the heart made of gold. The humans will give me love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. 'Cause there ain't no one forgive you no pain. Oh, la, 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 la. Ooh. La, 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 la. C'était Pauline et Maxime. A Horse with No Name. Et un petit mot comme ça pour ceux qui maîtrisent mal l'anglais, dont je suis. J'ai triché. C'est l'histoire d'une promenade dans un désert et d'une recherche de soi pour le souvenir des choses qui ont été avant. Après l'eau, je vais vous faire un petit topo sur l'air que nous respirons. Bon, en résumé, particules fines, surmortalité humaine, CO2, trop de brûlage de tout, hydrocarbures, nos déchets, les forêts. Nos déchets sont essentiellement brûlés. Le recyclage, pour le moment, ça ne marche pas. La pollution de l'air est responsable de 50 000 morts par an en France chaque année. En comparaison, les accidents de la route, autour de 3 500. 90 entreprises sont responsables de 50% de la hausse des températures. Les scientifiques se sont exprimés en disant qu'ils étaient très inquiets dans le journal Le Monde. J'ai été étonné. Ils ont dit qu'une solution serait d'arrêter de faire des enfants. Au début, j'ai cru que j'avais mal entendu. J'ai cru qu'ils disaient qu'on devrait arrêter de faire des iPhones. Bizarrement, non. Il faut faire moins d'enfants pour pouvoir continuer à faire des iPhones. Disparition de la biomasse des insectes, moins 75%. C'est-à-dire que moins d'insectes s'écrasent sur les pare-brises. Non pas parce qu'ils sont plus malins, mais parce qu'ils sont moins nombreux. Rigolez pas, parce que la disparition des insectes et des oiseaux, ça ne sera pas un bon signe avant-coureur pour nous. On ne tiendra pas longtemps après. Il y a des insecticides dans tout, même dans nos matelas et notre linge de lit. Glyphosate, néonicotinoïdes. Devinette. Qu'obtient-on en mélangeant 2 États-nations, une grosse entreprise, 40 tonnes de poison et au moins 8000 êtres humains morts? La retraite avec salaire complet et avantages afférents. Voilà ce qui est arrivé au PDG de la Union Carbide, responsable du massacre de Bhopal. Comment appelez-vous quelqu'un qui conspire à diffuser du poison dans le métro de Tokyo? Vous l'appelez terroriste et vous le mettez en prison à perpétuité. Comment appelez-vous quelqu'un qui conspire à diffuser du poison dans les nappes phréatiques des États-Unis? Vous l'appelez Dick Cheney.
Jean-Pierre Simon, agriculteur ayant prêté son tracteur aux opposants à la poubelle nucléaire à Bure, a écopé de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 années de mise à l'épreuve. Les riches sont-ils soumis au même système judiciaire que vous et moi? Dans un prétoire, la vie terrestre a-t-elle le même poids qu'une multinationale? Nous connaissons tous les réponses à ces questions. Et nous savons parfaitement au fond de nous, sinon dans nos têtes, que cette civilisation ne se laissera jamais transformer volontairement. Si vous vous souciez de la vie sur cette planète, et si vous pensez que cette civilisation ne cessera pas volontairement de la détruire, en quoi cela influence-t-il vos méthodes de résistance? La plupart d'entre nous l'ignorent, parce que la plupart d'entre nous n'en parlent guère. Un changement de tactique doit se produire si nous voulons construire une résistance efficace. Il est question d'interposer nos corps et nos existences entre le système industriel et toute vie sur la planète. Il est question de contre-attaque. Ceux qui viendront après nous, héritant de ce qu'il restera du monde une fois cette civilisation arrêtée, que ce soit à la suite d'un pic pétrolier, d'un effondrement économique ou écologique, ou encore grâce aux efforts de femmes et d'hommes unis dans une même résistance, nous jugerons en fonction de la santé des terres et de ce que nous leur laisserons. Ils n'auront que faire de la manière dont vous et moi aurons vécu, des efforts que nous aurons fournis. Ils n'auront que faire de notre violence ou de notre non-violence. Ils n'auront que faire des larmes que nous verserons sur le meurtre de la planète. Ils n'auront que faire de savoir si nous étions conscients ou pas de ce qui se passait. Ils n'auront que faire de nos excuses pour ne pas agir. Ceux qui viendront après nous n'auront que faire de la simplicité de la vie que nous aurons eue. Ils n'auront que faire de la sincérité de nos intentions ou de nos actes. Ils n'auront que faire que nous ayons voté ou pas voté. Ils n'auront que faire des livres que nous aurons écrits sur le sujet. Ils n'auront que faire de la compassion que nous aurons eue pour des PDG et les politiciens qui sont à la tête de cette économie mortifère. Ils voudront seulement savoir s'ils peuvent respirer l'air et boire l'eau. La culture anthropocentrique a appris à la plupart d'entre nous à considérer ses propres croyances comme sacrées. Ainsi, on considère comme blasphématoire de cracher sur la pierre noire de la Mecque, de détruire le mur des Lamentations à Jérusalem, ou encore de dégrader une statue au Vatican. Si quelqu'un venait à commettre l'une de ces choses, son sort serait rapidement et violemment réglé. Et une partie de la société anthropocentrique applaudirait sa punition. Pourtant, lorsque des bûcherons s'attaquent au caractère sacré de ce qu'il reste des forêts de séquoia en Californie, lorsqu'ils dégradent les cathédrales du monde naturel, les mouvements écologistes ne peuvent réagir qu'en lançant des pétitions, en écrivant des lettres ou en envoyant des signes de protestation. Si, selon nous, les forêts de séquoia sont sacrées, alors nous devons considérer leur destruction comme blasphématoire. Et le cas des destructeurs doit être tout aussi rapidement et violemment réglé. Pour un éco-guerrier, un séquoia est plus sacré qu'une icône religieuse. Une espèce d'oiseau ou de papillon est plus précieuse que les bijoux de la couronne d'une nation. Et la survie d'une espèce de cactus est plus importante que la conservation des monuments conçus par l'homme, tels que les pyramides. La rage, inspirée par ceux qui violent et attaquent ce qui est sacré, doit être canalisée par les l'éco-guerrier au travers de la discipline. Les ennemis de la terre
peuvent uniquement être vaincus par une opposition qui emploie des stratégies et des tactiques plus efficaces. Grâce à ces dernières, la supériorité numérique et la technologie peuvent toujours être battues. Dans la société anthropocentrique, ceux qui réclament la destruction des créations humaines ou les détruisent sont toujours jugés très durement. Si vous utilisez une technique de sabotage écologique sur un bulldozer, on vous traitera de vandale. Clouter un arbre pour briser les tronçonneuses, on vous appellera terroriste. Libérer un coyote d'un piège, on vous qualifiera de voleur. Pourtant, si des humains détruisent les merveilles de la création, la beauté du monde naturel, la société anthropocentrique appelle ces personnes des bûcherons, des mineurs, des promoteurs immobiliers, des ingénieurs et des hommes d'affaires. Pour en terminer avec l'air, je voudrais finir par l'avion. Le kérosène est le seul carburant qui ne soit pas taxé grâce à une convention de 1944, toujours en vigueur, qui voulait faciliter le développement de l'aviation. Le secteur aérien n'est pas inclus dans l'accord de Paris sur le climat. Si on ne fait rien, le trafic aérien va augmenter de 300 à 500% d'ici 2050. On parle du diesel, mais on ne parle jamais de réduire le trafic aérien. Cette question n'est jamais évoquée. Personne ne questionne jamais le fait que maintenant on puisse prendre l'avion pour 20 €. On trouve chouette que les pauvres puissent, comme les riches, prendre l'avion. Mais ce n'est peut-être pas une bonne chose que les avions se démocratisent. Le mode de vie des riches ne doit et ne peut pas être copié. Le texte suivant est de Pierre-Emmanuel Neuror. Il a réalisé que prendre l'avion contribue au changement climatique, ce qui devrait à terme entraîner la baisse de la production agricole, donc la multiplication des famines. Et il considère donc que prendre l'avion est un acte criminel. Il a décidé d'agir. Son texte s'appelle « Je serai envoyé en prison ». Ce qui est très drôle, si l'on peut dire, dans les discussions sur le climat, c'est que les gens à qui on explique qu'il n'y a tout simplement pas de machine plus destructrice du climat que l'avion s'appuient sur le fait que prendre l'avion est quelque chose de banal, qui ne peut être assimilé à un crime. Pourtant, la conséquence prévisible du fait de prendre une machine démesurément pollueuse du climat tel que l'avion, c'est un génocide. Pour restituer brièvement le contexte dans lequel nous nous trouvons, un Cambodgien émet environ 300 kg de CO2 par an. La plupart des scientifiques s'accordent pour dire qu'il ne faut pas dépasser 1,5 tonne par personne et par an, pour ne pas détruire le climat. Mais un seul Paris-Montréal dégueule dans la fine couche d'atmosphère de la Terre 2,5 tonnes de CO2 par personne en quelques heures. Le fait que prendre l'avion soit banalisé ne dit rien sur le fait de savoir si oui ou non, lorsque vous prenez l'avion, vous participez activement à la préparation d'un génocide. Ce qui compte, c'est la conséquence prévisible de vos actes. Or, cette conséquence est on ne peut plus claire. Cela fait plus d'1 an que nous distribuons cette information, y compris par des tracts, à l'intérieur de l'aéroport Charles de Gaulle. Et on se rend compte qu'il y a une manière très efficace, après tout, de réagir et de répondre à notre argumentaire, l'ignorer. Et continuer tranquillement à détruire le climat. Et donc à préparer la destruction de dizaines de millions d'êtres humains. Le blabla ayant fait ses preuves, il faut donc ne plus se limiter au blabla et s'opposer physiquement à la destruction de la planète.
de manière non violente, bien entendu. Jusqu'à présent, le système idéologique qui amène à la destruction du climat n'a pas besoin de mettre en prison ses opposants pour de longues périodes et en grand nombre. Cela pose question. Y a-t-il vraiment des opposants qui dérangent quand un système n'a pas besoin de les mettre en prison? La situation actuelle ressemble bien plus à une pièce de théâtre dans laquelle les rôles sont bien déterminés et les textes fixés à l'avance comme il se doit. Les méchantes multinationales déclament leurs textes, les braves écologistes disent le leur avec plus ou moins de talent, avec plus ou moins de conviction. Et la pièce se termine sans qu'elle ait le moindre impact sur la trajectoire nihiliste des sociétés d'hyperconsommation. Étant donné que je sais, texte scientifique à l'appui, que la société dont je suis issu prépare un génocide, j'estime que je n'ai pas le choix. Je dois m'y opposer physiquement, dans le plus strict respect du principe de non-violence, bien entendu. Or, dès lors que l'on cesse de jouer la pièce de théâtre habituelle et que l'on empêche physiquement le système de détruire le climat, ce dernier ne peut que nous envoyer en prison. Le système peut accepter une ribambelle d'actions théâtrales. En revanche, ni lui, ni les citoyens qui le soutiennent dans les faits ne peuvent accepter un blocage physique permanent de son fonctionnement. Parce qu'il faut qu'il soit bien clair qu'une telle action ne sera pas conçue pour reproduire le schéma écologiste habituel. Il ne s'agit pas de continuer à mentir et de dire que c'est tout la faute aux méchantes multinationales. C'est aussi stupide que de mettre un requin dans une piscine municipale et ensuite de trouver que le dit requin est vraiment très méchant de manger les nageurs. Il ne fait que remplir sa fonction. Si vous prenez l'avion, vous ne pouvez pas vous plaindre qu'il y ait des multinationales qui forent pour trouver du pétrole. Elles ne font que remplir leur fonction. Pour ma part, j'ai décidé de m'opposer physiquement à la destruction du climat. Et je sais d'ores et déjà, pour m'être renseigné auprès d'un avocat, que je serai envoyé en prison. Je le ferai de toute manière. Mais je souhaite savoir s'il y en a parmi vous qui veulent également se battre, non pas de manière théâtrale, mais pour de vrai, en sachant qu'au bout, il y a la prison. Pierre-Emmanuel Neuror a été envoyé en prison pour avoir arrêté des avions à Charles de Gaulle, la prison de la Santé. Moi, j'ai lancé une pétition sur change.org qui s'appelle Stop Flying Now. Gros succès. 256 signatures. Vous pouvez aussi signer cette pétition. Elle consiste à jurer de ne plus prendre l'avion tant que le changement climatique n'est pas derrière nous. Une seule personne sensée aurait-elle pu penser que le recyclage aurait arrêté Hitler, que le compostage aurait mis fin à l'esclavage, que couper du bois et aller chercher de l'eau au puits aurait sorti le peuple russe des prisons du tsar, que danser nu autour d'un feu aurait aidé à instaurer le droit de vote ou les droits civiques. Alors pourquoi ? Maintenant que la planète entière est en jeu, tant de gens se retranchent-ils derrière ces solutions tout à fait personnelles ? Parlons de l'eau. On entend si souvent que le monde va bientôt manquer d'eau. Des gens meurent par manque d'eau. Des rivières s'assèchent par manque d'eau.
Et pour cette raison, nous devons prendre des douches plus courtes. Vous voyez le rapport ? Plus de 90% de l'eau utilisée par les humains l'est par l'agriculture et l'industrie. Les 10% restants sont partagés entre les municipalités et les êtres humains qui vivent et respirent. Les gens, qu'ils soient des gens humains ou des gens poissons, ne sont pas en train de mourir parce que l'eau s'épuise. Ils sont en train de mourir parce que l'eau est volée. Soyons clairs, je ne dis pas que nous ne devrions pas vivre simplement. Je vis moi-même assez simplement. Mais je ne prétends pas que ne pas acheter grand-chose est un acte politique fort ou profondément révolutionnaire. Ça ne l'est pas. Le changement personnel n'est pas égal au changement social. Et cette façon de penser incite à injustement blâmer l'individu, et particulièrement les individus les moins puissants, au lieu de ceux qui exercent effectivement le pouvoir dans ce système et pour ce système. Le sentiment de culpabilité est un mythe. Nous, en tant qu'individus, nous ne créons pas les crises et nous ne pouvons pas les résoudre. Cela nous amène à penser de façon suicidaire. On en vient à croire que nous causerions beaucoup moins de dégâts si nous étions morts. Mais les humains n'abîment pas inévitablement leur environnement. Nous pouvons aider la Terre aussi bien qu'ils peuvent la détruire. Nous pouvons rétablir les cours d'eau. Nous pouvons abattre les barrages. Nous pouvons démanteler ce système politique qui privilégie les riches, ce système économique extractiviste. Nous pouvons détruire l'économie industrielle qui, elle, détruit le monde physique. J'ai un jour demandé à un enfant de 7 ans « Que faut-il faire pour arrêter le réchauffement climatique causé en grande partie par la combustion de pétrole et de gaz ?» L'enfant a répondu « Arrêtez de brûler du pétrole et du gaz. » À quoi j'ai répondu « Tu es bien plus malin que tous les écologistes que j'ai jamais rencontrés. » Si vous demandez à n'importe quelle personne de 35 ans, raisonnablement intelligente, travaillant dans le développement durable pour une multinationale, vous recevrez une réponse qui, en réalité, est plus apte à aider la multinationale que le monde réel. Quand la plupart des membres de cette civilisation demandent « Comment pouvons-nous arrêter le réchauffement climatique ?», ils ne posent pas vraiment cette question. Ils demandent en réalité « Comment arrêter le réchauffement climatique sans arrêter de consommer du pétrole et du gaz, sans arrêter le développement industriel, sans arrêter ce système omnicidaire ?» Et la réponse est « On ne peut pas. » Ou quand les gens demandent « Comment sauver les saumons ?» La vraie réponse est plutôt radicale. Retirer les barrages, arrêter l'exploitation forestière, industrielle, arrêter la pêche industrielle, arrêter la destruction des océans, mettre un terme au réchauffement climatique. Mais ce qu'ils demandent en fait, c'est comment sauver les saumons sans retirer les barrages, sans arrêter l'exploitation forestière industrielle, sans arrêter la pêche industrielle, sans arrêter la destruction des océans, sans arrêter le réchauffement climatique. Et la réponse est on ne peut pas. Voyons la chose autrement. Que feriez-vous si des extraterrestres avaient envahi la planète, vidé les océans, rasé les forêts, construisaient des barrages sur toutes les rivières, bouleversaient le climat, contaminaient à l'aide de dioxines et de divers produits cancérigènes le lait maternel, la chair même de vos enfants, celle de votre partenaire, de votre mère, père, frère, sœur, de vos amis, ainsi que la vôtre.
si des extraterrestres commettaient tout cela, résisteriez-vous? S'il existait un mouvement de résistance, le rejoindriez-vous? Et si ce n'était pas le cas, pourquoi ne le feriez-vous pas? À quel point la situation devrait-elle empirer avant que vous ne vous décidiez à arrêter ceux qui détruisent la planète, qui tuent ceux que vous aimez et qui vous tuent vous-même? 90% des grands poissons ont déjà disparu des océans. Quel est votre seuil de tolérance en matière de résistance? 91%? 92%? 93%? 94%? Attendrez-vous qu'ils en aient tué 95%? 96? 97? 98? 99? Pourquoi pas 100%? Passerez-vous alors à la contre-attaque? Nous avons besoin de courage. Le mot courage a pour racine le mot cœur. La pierre angulaire du courage est bien sûr l'amour. Les oiseaux migrateurs et les saumons ont besoin de notre amour car ils sont en train de disparaître, de s'enfoncer dans la longue nuit de l'extinction. C'est à nous de construire une résistance avec tout ce qui nous tombe sous la main. Murmures et prières, histoires et rêves, mais aussi nos paroles et nos actes les plus vaillants. Cela semblera souvent impossible. Pourtant, il faudra le faire. Avec l'amour comme cause première, comment pourrions-nous échouer? Les liens de la nature ont été brisés par la plus arrogante, aveugle et ignorante parodie de progrès économique et de développement économique qui soit. Deux des indicateurs qui contrôlent tout à l'heure actuelle sont d'une part un nombre appelé PIB. Tout ce qu'il mesure est ce qui est transformé en marchandises. Cela ne mesure pas la croissance au sens propre, la croissance de la vie, la croissance de nos enfants, la croissance de la forêt, la croissance de la biodiversité, la croissance de la nourriture, des plantes, des communautés et de la liberté. Cela ne mesure qu'une seule chose, comment commercialiser la nature et la société. Plus vous détruisez la planète, plus vous détruisez la société, plus votre PIB s'accroît. Voilà 30 ans que la catastrophe de Bhopal a eu lieu. Quand elle a eu lieu, je me suis demandé pourquoi notre agriculture fonctionne comme si c'était une guerre. On suppose qu'aucun des produits chimiques utilisés dans l'agriculture ne s'infiltre dans la nourriture, mais c'est faux. On a retrouvé des traces de glyphosate dans le maïs. Le glyphosate tue les nutriments bénéfiques pour le sol. Il tue les bactéries essentielles à nos intestins. Il amalgame les minéraux, les empêchant ainsi d'exercer les fonctions pour lesquelles ils sont conçus, en particulier pour les fonctions cérébrales. Résultat, on constate une explosion du nombre des maladies intestinales. L'autisme s'est répandu à une telle vitesse que, selon le Centre de contrôle des maladies, la moitié des enfants américains seront autistes d'ici 2050. La moitié. La courbe sur le graphique monte en flèche. La moindre des choses que devrait faire une société dans ces conditions, quand ce genre de courbe monte aussi vertigineusement, serait de faire une enquête, de mener davantage de recherches. Mais les entreprises sont si habituées à engranger du profit à tout prix que non seulement elles détruisent la biodiversité de la planète, mais elles tentent de réduire au silence le savoir et la science. Nous en sommes à 75% de la destruction planétaire, mesurée en perte de biodiversité, en dégradation des sols, en appauvrissement de l'eau et en pollution produite par l'industrie agricole. On ne peut pas
cultiver de la nourriture sur une planète morte, ou même y faire des affaires. Mais cela, ils ne le comprennent pas. C'est pourtant évident, mais ils ne le comprennent pas, pour deux raisons. Ils sont aveugles à la biodiversité et ils sont aveuglés par le pouvoir, à tel point que chaque fois qu'une perturbation de l'écosystème ou du système agricole déclenche de l'agitation sociale, ils gèrent cette agitation en termes de riposte militaire. Il y a toujours la bonne vieille solution, bombarder. C'est exactement la même situation que pour les nuisibles. Les insectes ne sont pas tous des parasites, mais si vous les définissez ainsi, et si le seul comportement que vous sachiez adopter envers eux est l'extermination, alors vous les exterminerez. Mais ils ne veulent pas être exterminés, que ce soit des insectes, des plantes ou des êtres humains. Voilà pourquoi Samuel Huntington se trompait sur toute la ligne quand il disait dans Le choc des civilisations, « Vous ne saurez qui vous êtes que lorsque vous saurez qui vous haïssez. » Moi, je sais qui je suis, car j'aime Dehradun, l'endroit où je suis né et où je retourne. J'aime mon fils, ma famille, ma communauté. Je vous aime tous, et c'est cet amour qui me dit qui je suis. Tout comme la non-durabilité émerge de la guerre contre la biodiversité, toutes les guerres de notre époque émergent de l'intolérance à la diversité, de notre incapacité à vivre dans la diversité et à la célébrer. Notre rôle est de faire l'éloge de la diversité, à travers les races, les sexes, les classes sociales, les religions. Nous ne sommes pas ennemis mutuels. Nous sommes une seule et grande famille humaine. Nous sommes même plus que ça. Nous sommes l'unique communauté terrienne. J'aimerais vous parler un peu de la terre, du sol, un sujet que je connaissais peu. Il s'agit du sol. Je ne me rendais pas compte que notre vie dépend de 15 cm de sol. Et ce sol, nous l'épuisons. Nous le bombardons de produits mortels et nous le bétonnons. L'agriculture actuelle est un système qui détruit les sols fossiles, l'eau fossile et la biodiversité. Des écosystèmes entiers sont tout simplement engloutis. Avant d'attaquer cette partie, voici un petit intermède par Baptiste Caruana sur l'agriculture. Bonsoir. Je suis censé être un comique, alors n'hésitez pas à rire, hein, ça mettra un peu d'ambiance. Alors, par applaudissement, qui aime les animaux? Par applaudissement, qui mange des animaux? C'est les mêmes, quoi. Bon, ça peut paraître un peu paradoxal, mais en fait, c'est une schizophrénie qu'on nous apprend dès le plus jeune âge. Il y a des animaux qu'on aime et des animaux qu'on mange. Enfin, c'est pas les mêmes. Enfin, il y a bien les lapins qui passent d'une catégorie à l'autre, mais bon, c'est des lapins. Souvent, je vais au salon de l'agriculture. Parce que les places sont gratuites, enfin, c'est sympa. Et ce qui est fascinant au salon de l'agriculture, c'est que c'est plein de petits enfants qui sont pleins de cette schizophrénie et qui voient pour la première fois les animaux qu'ils mangent. « Oh maman, il est trop mignon ce petit cochon, on peut le ramener à la maison ?» « Non, mais on va ramener la cuisse de sa mère. » Et les enfants acceptent. Hein, on s'habitue en fait très vite à tout. C'est assez marrant le salon de l'agriculture, hein, mais en fait, on ne compte pas la réalité de l'agriculture intensive.
On te montre l'agriculture d'il y a 50 ans, une agriculture rassurante avec du foin, des ballots de paille. Mais tout est faux au salon de l'agriculture. Le globel avec la lucette, c'est les comédiens. Hein, il y a 2 mecs dans la vache, il y a 2 ans, ils faisaient du diabolo à nuit debout. Non, on va pas te dire, hein, au salon de l'agriculture, on va pas te dire que chaque minute dans le monde, il y a 30 hectares de forêt qui disparaissent pour nourrir des animaux d'élevage. Hein, parce qu'en fait, il faut 12 kilos de céréales pour fabriquer 1 kilo de viande. Hein, le rendement du soja à l'hectare, c'est 4 tonnes, soit 4000 kilos. Ça veut dire 1 hectare de forêt, 330 kilos de viande. Sachant que sur le même hectare, on aurait pu produire 17 kilos de pommes de terre directement ingérables par des humains. Hein, comment? J'ai pas compris ce qu'il a dit. Pour faire de l'alcool. La vodka. La vodka. Ah ouais, putain, c'est une bonne idée ça. Ok, t'en as pas un peu? Non, mais ça va. Mais enfin, vous vous rendez compte de la balance quand même pour un steak frites? 330 kg de viande, 17 tonnes de pommes de terre. Enfin, c'est juste hallucinant, quoi. J'en ai perdu quelques-uns, je crois. Plutôt un public de littéraire ce soir? On est d'accord, en France, quand on est littéraire, c'est pas parce qu'on aime lire, c'est parce qu'on ne sait pas compter. C'est pas grave, on va reprendre les bases. Donc 1 hectare, c'est 100 mètres par 100 mètres. Hein, soit 10 000 mètres carrés, soit pour un Parisien, 1000 studettes avec charme dans le 19e. Et pour un Lyonnais, on va dire, hein, parce que ça va très vite, 400 studios avec mécanique dans les pentes de la Croix-Rousse, attention à la tête. Bon, pour faire 1 kilo de viande, pour fabriquer 1 kilo de viande, parce qu'on en est là, il faut aussi 16 000 litres d'eau. Il faut 1000 litres d'eau pour faire 1 kilo de fruits. Tu vas me dire, l'eau, ça va, ça vient, et puis il faut déjà 200 litres d'eau pour remplir une baignoire, et puis moi, j'adore prendre des bains. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, ma question est la suivante. Combien faut-il de baignoires pour nettoyer 12 000 bœufs avec leurs frites? Vous avez 5 minutes, je reviens tout de suite. Non, mais on rigole, mais... C'est pas grave, quoi. Ah si, c'est grave. Mais bon, on est entre nous, quoi. On est entre humains. Voilà, c'est pas comme s'il y avait un syndicat des génisses ou un collectif des poulets contre la volaillophobie. Bah, à part l'une sapée, mais... Bref. On parle beaucoup des extraterrestres ce soir. Et c'est vrai qu'on les imagine souvent humanoïdes, tout gris, un peu fripés, genre Gérard Collomb. Mais moi, j'aimerais bien savoir... Mais moi, j'aimerais bien savoir... Comment? C'est des crapauds fascistes et des extraterrestres? Non, justement, ça pourrait. Mais justement, j'aimerais bien savoir ce qui se passerait si on voyait débarquer à Washington des extraterrestres, mais quadrupèdes, d'1,5 tonne avec 2 cornes, et qui feraient... Amis terriens, bonsoir. Nous arrivons en paix de la constellation du Taureau. Nous venons vous apporter notre savoir et notre science. C'est quoi cette odeur bizarre? Ça sent comme le jour de la crémation de ma mère. Ouais, c'est normal parce qu'en fait, ils font une promotion sur les Happy Meal au McDo de la 5e avenue. Quoi? Mais vous mangez des animaux? Ben oui, on mange des animaux, c'est bon avec des frites. Mais vous mangez pas les petits quand même. Mais bien sûr que si, on mange les petits. C'est bon avec des frites. Mais la vie est une chose précieuse. La vie, c'est bon avec des frites. Tout est bon avec des frites. Je ne sais pas si vous connaissez le paradoxe de Fermi. En fait, Fermi, c'était un physicien italien des années 50. C'était un grand ami d'Einstein. Et il avait une théorie, je vous le fais en bref, hein, parce qu'on est littéraire. Donc en gros, il disait en substance, comment ça se fait que dans un univers infini comme le nôtre, avec donc une infinité de planètes, et donc probablement de la vie sur l'une d'entre elles, comment ça se fait qu'on n'ait jamais rencontré personne? Et bien, je me suis longtemps posé la question. Hein, et je crois au Conseil Galactique, ils ont vu les vidéos sur les abattoirs inhumains. Vous connaissez les vidéos sur les abattoirs inhumains? Ok. Donc, abattoir inhumain, tu parles d'un scoop, hein. C'est comme si tu disais
disait Balkany malhonnête. Hein. Inhumain d'ailleurs aussi pour ceux qui y travaillent. Tu peux pas passer 12 heures par jour à tuer des petits veaux sans que ça ait des conséquences sur ta santé mentale. Hein. Tu fais quoi ce soir? Tu vas au cinéma? Tu veux que je garde les mômes? Ouais, d'accord, je veux bien, mais j'espère qu'ils sont pas trop turbulents, j'aime pas quand les bestioles se débattent. Après la diffusion des vidéos sur les abattoirs inhumains, on a fait un sondage. Et 90% des Français veulent continuer à manger de la viande, mais ils ne veulent pas que les animaux souffrent. En fait, il faudrait tuer les petits veaux à coups de polochon. C'est bon, il dort. Bref, revenons-en au paradoxe de Fermi, c'est quand même beaucoup plus intéressant, je trouve. Donc Fermi, comment se fait-il, etc., les planètes, comment se fait-il qu'on n'a jamais vu personne sur Terre, jamais un seul extraterrestre. Et donc moi, mon hypothèse, c'était que le Conseil galactique, les extraterrestres, ils ont vu les vidéos. D'accord? Mais je vous dis, c'est des malades! Vous avez vu ce qu'il faut aux petits veaux dans les abattoirs inhumains? Abattoir inhumain, tu parles d'un scoop, c'est comme Balkany malhonnête! Arrête de regarder Internet. Arrête! Hein, tu sais ce qu'ils font aux poules, ces putains d'humains là? Ah non, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur enlèvent le cerveau vivant, ils les coupent en morceaux, ils les font mariner dans du vinaigre. Hein? Mais pourquoi faire? Pour faire des salades de poulpe. Ah non, pas les salades de poulpe, pas les salades de poulpe, pas les salades de poulpe. On n'a pas de traducteur là. Mettez le traducteur automatique là, pour les canards là. Et il paraît aussi qu'ils gavent les canards jusqu'à ce que leur foie explose. Mais bien sûr, je vous dis, c'est des malades. Venez, on descend, on en prend 2-3, on les met dans le désert du Nevada, on leur met des turbo-réacteurs dans le cul, et comme ça nous défoulera. Vous voyez, je crois que j'ai résolu le paradoxe de Fermi. En fait, ils veulent pas venir. Voici quelques faits recueillis par Reporter au sujet de l'artificialisation des sols. En 10 ans, les zones humides se sont dégradées de 40%. Le bocage est le milieu le plus menacé en Europe par l'agriculture industrielle. Chaque année, 60 000 hectares sont bétonnés en France, soit un département tous les 10 ans. L'artificialisation des sols, c'est-à-dire sa stérilisation, entraîne du ruissellement, l'aggravation des crues et l'augmentation des températures en période estivale. Elle appauvrit la biodiversité en supprimant les habitats des espèces qui ne sont pas nous. Le taux de matière organique des sols, c'est-à-dire leur fertilité, décroît d'année en année. Voici un conte d'Hervé Kempf qui raconte les débuts de Notre-Dame-des-Landes. Il était une fois un pays lointain qu'on appelait Oligarchistan. 2 factions de riches seigneurs, la mauve et la marron, s'y partageaient le pouvoir. Elles se disputaient bien sur quelques détails, tels que le nombre de pains qu'il convenait d'allouer au peuple pour qu'il ne se révolte pas. Mais, pour l'essentiel, elles s'accordaient. Et l'essentiel était que l'on continuât le commerce des pierres. Le pays n'avait plus guère besoin de pierres, mais leur commerce était le moyen le plus commode qu'avaient trouvé les seigneurs pour prélever la meilleure partie des richesses de ce pays. Le peuple ne comprenait pas bien tout cela. Il avait du pain, assez pour être rassasié, sauf les nombreux mendiants dont tout le monde se fichait. Le peuple avait des jeux pour se distraire. De surcroît, afin d'assurer que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, il y avait 2 almanachs possédés par des marchands de pierres, le parchemin mauve et le rouleau marron. Ils relataient les événements qui avaient lieu dans cette contrée. Ils s'opposaient sur le sexe des anges
ou sur la tenue de la première courtisane, alimentant par leur criaillerie l'idée que l'ancien régime qu'avait connu le pays et que l'on appelait démocratie restait en vigueur. Dans les jours où commence mon histoire, c'était au tour de la faction mauve d'exercer le pouvoir de police et de justice. Le grand vizir, Anouzéro, s'était mis en tête depuis longtemps de construire un grand château de pierre en un lieu qu'on appelait Zadassipa. Or, voilà que vivaient sur ces arpents de champs et de forêts des grenouilles et des jacques. Les grenouilles, pas plus qu'aujourd'hui, ne savaient exprimer leurs sentiments. Les jacques s'obstinaient dans l'idée bizarre que champs et arbres étaient bien plus utiles que la chimère d'Anouzéro. Les gazettes locales avaient beau leur répéter qu'un nouveau château n'apporterait que félicité à leur contrée brumeuse, ils n'en démordaient pas. Leurs champs et leurs arbres leur convenaient fort et ils aimaient les grenouilles. Dans le parchemin mauve travaillait un petit scribe parmi beaucoup d'autres scribes. Le petit scribe s'occupait à raconter des histoires de grenouilles. Cela ne dérangeait pas le marchand de pierre qui possédait l'almanach. Il pensait que ces histoires sans importance pouvaient divertir le peuple. Mais voici qu'au cours de ses pérégrinations, le petit scribe découvrit les grenouilles de Zadassipa. Il n'entendait toujours pas le langage des grenouilles, mais il comprenait fort bien ce que lui disaient les jacques. D'ailleurs, il aimait beaucoup ces derniers. Il pensait que si les jacques continuaient à s'occuper des champs, en prenant soin des grenouilles, ce serait bien pour les jacques et pour les grenouilles. Il commença à raconter l'histoire de Zadassipa dans le parchemin mauve. Au début, personne n'y prit garde. C'était bien loin de la capitale et tout le monde était si habitué à ce que l'on construise partout d'inutiles châteaux de pierre qu'on n'y prêtait guère attention. Mais la résistance des jacques fut si tenace que cette affaire secondaire prit peu à peu de l'importance. Même la maréchaussée, envoyée en force par un petit matin froid, ne put faire renoncer les jacques à leurs champs et à leurs arbres. Et alors, Alors, la construction effrénée de nouveaux aéroports se poursuit dans le monde. 423 sont prévus ou en cours de fabrication, de réalisation. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes aurait détruit l'habitat de 97 espèces. J'aimerais donc remercier de tout cœur les zadistes qui ont mené ce combat depuis de très longues années. Et maintenant, un texte écologiste du XVIe siècle. Contre les bûcherons de la forêt de Gastine. Un texte qui tient beaucoup au cœur d'Hervé Kempf. Quiconque aura premier la main en besognier à te couper, forêt, d'une dure cognée, qu'il puisse s'enferrer de son propre bâton et sentant l'estomac, la fin d'Érysichthon qui coupa de Cérès le chêne vénérable, et qui, gourmand de tout insatiable les bœufs et les moutons de sa mère, égorgea. Puis, pressé de la faim, soi-même se mangea. Ainsi puisse engloutir ses renteuses et sa terre, et se dévore après par les dents de la guerre. Qu'il puisse, pour venger le sang de nos forêts, toujours nouveaux emprunts, sur nouveaux intérêts devoir à l'usurier, et qu'enfin, il consomme tout son bien à payer la principale somme.
que toujours sans repos, ne fasse en son cerveau que tramer pour néant quelques dessins nouveaux. Porté d'impatience et de fureurs diverses et de mauvais conseils qui les hommes renversent. Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas, ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce? Sacrilège meurtrier! Si on prend un voleur pour piller un butin de bien peu de valeur, combien de feux, de fer, de mort et de détresse mérites-tu, méchant, pour tuer des déesses? Forêt, haute maison des oiseaux bocagers, plus le cerf solitaire et les chevreuils légers ne péteront sous ton ombre, et ta verte crinière, plus du soleil d'été ne rompra la lumière. Plus l'amoureux pasteur, sur un tronc adossé, enflant son flageolet, à 4 trous percés, son matin à ses pieds, à son flanc la houlette, ne dira plus l'ardeur de sa belle Jeannette. Tout deviendra muet. Écho sera sans voix. Tu deviendras campagne, et en lieu de tes bois, dont l'ombrage intercertain lentement se remue, tu sentiras le soc, le coutre et la charrue. Tu perdras ton silence, et à le temps d'effroi, ni satire ni pan ne viendront plus chez toi. Adieu, vieille forêt, le jouet de Zéphyr, où premier j'accordais les langues de ma lyre, où premier j'entendis les flèches résonner d'Apollon, qui me vint, tout le cœur étonné, au premier admirant la belle Calliope, je devins amoureux de sa neuvaine trope, quand sa main sur le front sans rose me jeta, de son propre lèvre terpe mal état. Adieu, vieille forêt. Adieu, tête sacrée de tableaux et de fleurs autrefois honorées. Maintenant, le dédain des passants altérés qui brûlaient en été, des rayons éthérés. Sans plus trouver le frais de tes douces verdures, accusent vos meurtriers et leur disent injures. Adieu, chêne, couronne aux vaillants citoyens, arbre de Jupiter, germe d'Odonéen qui premier aux humains donna à repaître. Peuple vraiment ingrat qui n'ont su reconnaître les biens reçus de vous. Peuple vraiment grossier de massacrer ainsi nos pères nourriciers. Que l'homme est malheureux qui au monde se fie, odieux, que véritable est la philosophie qui dit que toute chose à la fin périra, et qu'en changeant de forme, une autre vêtira, de Tempée, la vallée un jour sera montagne, et la cime d'Athos une large campagne. Neptune, quelquefois, de blé sera couvert. La matière demeure, et la forme se perd. Petite surprise qui s'appelle Renaud Piston. Bonsoir. Très sympa cette soirée. J'avais déjà un peu envie de me pendre avant de venir. Mais... Les organisateurs m'ont dit, il faut que tu viennes à un moment donné, vu les textes, etc., il faut que tu fasses un petit intermède, je sais pas, viens nous parler de tes histoires d'amour, un truc, enfin rien à voir, mais détendre un peu l'atmosphère. Donc je vais vous chanter un de mes drames personnels. Faut-il que j'aie été fou de toi ? Pour accepter ton hypocrisie, tes mensonges et ta mauvaise foi, tous tes coups tordus et ton déni. Faut-il que je t'aie idolâtré pour accepter tes changements d'humeur, pour encaisser d'être ainsi traité et en voir de toutes les couleurs, car je me faisais balader tout le temps comme un écologiste au gouvernement. Je regardais ailleurs et toi tu rouvrais des dossiers
que pourtant je croyais classé. On riait de moi, mais mon tempérament, comme un écologiste au gouvernement, me poussait à rester même humilié, bafoué, trompé, à tes côtés. Faut-il que j'ai été fou de toi? Je m'étais résolu à partir, mais cette fois comme à chaque fois, tu m'as fait le coup du repentir. Faut-il que je t'aie idolâtré pour encore faire semblant d'y croire? Moi, la négligeable quantité qui te servait juste de faire valoir. Je ne te croyais pas, mais je faisais semblant, comme un écologiste au gouvernement. Et bien que j'ai conscience d'être mené en bateau, je souriais sur la photo. Entre nous, le climat se déréglait vraiment, mais tu me répétais, on est en marche maintenant. Je voulais me calmer, mais j'entendais beaucoup trop fort, comme le bruit d'un aéroport. Je faisais la potache devant tes amants, comme un écologiste au gouvernement. Lorsque je te confiais mes craintes et mes espérances, tu comptais les points de croissance. Je n'étais jamais considéré vraiment comme un écologiste au gouvernement, mais tu me répétais, tiens-toi, car aussi tu tiens à conserver ton strapontin. Je faisais la potiche devant tes amants, comme un écologiste au gouvernement. Je trouvais dans mes lasagnes de la jument. Ce mec au bonnet rouge, c'est qui? C'est ton amant. Viens dans les eaux profondes, on pêchera du hareng. Et dis-moi, ce TER ne fonctionne plus vraiment. Et je mets de l'huile de palme dans mon carburant. Quand tu disais un truc, je répétais bêtement. Pendant le débat? Non. Oui, il reviendra si on lui demande. Enfin, je ne sais pas en fait. J'espère. Voici quelques chiffres autour de ce que nous brûlons tous les jours pour nous chauffer, nous éclairer, nous déplacer. 6 tonnes de fluor, 37 tonnes de chlore, 1570 tonnes d'oxyde de soufre, 769 tonnes d'oxyde d'azote et 832 000 tonnes de dioxyde de carbone. C'est la quantité de polluants rejetés dans l'atmosphère par la centrale à charbon du Havre, défendue bec et ongle par le Premier ministre Édouard Philippe. « 115 milliards de dollars de financement accordés par les grandes banques internationales à l'industrie ultra-polluante des sables bitumineux depuis 2014. 3500 km, c'est la longueur du gazoduc qui va relier l'Europe à l'Azerbaïdjan. Sa construction a provoqué la destruction de nombreux villages et terres agricoles. Sans mes oliviers, ni mes vergers, comment vais-je m'en sortir? S'est alarmée Ariane, que Reporter a rencontrée en Albanie. Comment faire comprendre une science aussi complexe que l'écologie, c'est-à-dire les liens de tout avec tout, l'importance du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité, à une population privée de ce savoir, étrangère à cette culture, obsédée par la précarité de sa condition, plus que par la dégradation des sols. Il est difficile d'admettre que sans prédateurs sauvages, les milieux déséquilibrés deviennent hostiles, contribuent à l'artificialisation du monde, à la confiscation des sites et à la sujétion des citoyens. Et qu'il est donc plus important, pour simplifier, de sauver les loups que de gagner 5% de pouvoir d'achat. Ce que personne n'est prêt à entendre sans rire ou sans s'indigner. Lorsqu'on n'aura plus accès à l'eau potable ou à l'air libre, l'âge de la retraite paraîtra pourtant bien secondaire. La liberté d'expression ne suffit pas, et dénoncer n'est pas vaincre.
Les ennemis de la terre, eux, agissent. Les partisans de la nature ont le droit naturel d'agir en sens contraire, par la violence ou par la non-violence. En ce qui me concerne, et pour parler franchement, je crois que non seulement le combat écologiste n'est pas près d'être gagné, mais qu'il est déjà perdu. La fascination de l'argent, la soif de pouvoir semble irrépressible. La destruction, depuis 40 ans qu'on la dénonce, non seulement ne s'est ni arrêtée ni ralentie, mais elle s'aggrave et s'accélère. Y a-t-il une seule raison sérieuse d'espérer quoi que ce soit? Faut-il alors se soumettre? Non. Le pessimisme n'est pas une invitation à baisser les bras. L'essentiel n'est pas toujours de gagner un combat, mais de le mener. Et quand ce sont les scélérats qui triomphent, il y a de l'honneur à perdre. Les communards n'espéraient pas vaincre l'armée lors de la semaine sanglante. Che Guevara n'avait aucune chance de gagner quoi que ce soit en Bolivie. Les insurgés du ghetto de Varsovie n'avaient d'autre objectif que de mourir les armes à la main. Rien de plus humiliant qu'un combat perdu de n'avoir pas été mené. Peut-être faut-il plusieurs échecs avant un succès. Les choses, après tout, peuvent aussi aller très vite et au moment où l'on s'y attend le moins. Il faut tirer la confiance des victoires, car il y en a, plus qu'on en a conscience. Les zapatistes, en 1994, ont imposé leur autonomie et leur discours. La contestation à Seattle a lancé le mouvement altermondialiste. En 2000, les habitants de Cochabamba, en Bolivie, ont fait reculer les multinationales de l'eau et lancé le mouvement qui a libéré le pays de l'oligarchie. Plus près de nous, les faucheurs d'OGM et des milliers de citoyens ont empêché que les cultures transgéniques ne s'imposent en Europe. La révolte populaire contre le gaz de schiste a stoppé son essor en France et ailleurs. Nombre de grands projets inutiles sont retardés ou arrêtés grâce à une résistance déterminée et populaire. Il faut raconter l'épopée des victoires. Rien ne donne autant d'énergie que le souvenir du combat partagé et remporté. Rien n'entraîne autant. Et puis, choisir ses batailles. Qu'est-ce qui est vital? Sur ce qu'il est, on ne cède pas. Ne pas céder est déjà une victoire. Ceux qui croient à l'invincibilité des agresseurs et de leur système se trompent. Les systèmes de pouvoir sont des créations humaines qui peuvent donc être détruites par des humains. Ceux au pouvoir n'ont rien de surnaturel ou d'immortel et peuvent être destitués. Des gens qui disposent de ressources beaucoup moins importantes que les lecteurs de reporters ont combattu de tels systèmes de domination et ont vaincu. Il n'existe aucune raison pour que nous ne puissions pas faire de même. Cependant, la résistance commence par le fait d'y croire, et non par croire qu'on en est incapable, et certainement pas en essayant d'en dissuader les autres. L'histoire fournit de nombreux exemples de résistance efficace, tout comme l'actualité. Les nationalistes irlandais, les abolitionnistes, les suffragettes. Je pourrais continuer ce texte en ne citant que des exemples. Récemment, le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, le MEND, en attaquant des pipelines pétroliers, a mis hors d'état plus de 40% de l'industrie des combustibles fossiles du Nigeria. Et certaines compagnies envisagent même de se retirer de la région. Si ceux d'entre nous qui sommes les premiers bénéficiaires de ce système d'exploitation mondialisé faisaient preuve ne serait-ce que de 1% du courage et de l'engagement communautaire et territorial du MEND, nous pourrions être aussi efficaces, sinon plus. Allons, avec toutes les ressources dont nous disposons. Nous ne sommes pas capables de trouver mieux que le compostage. On est en train d'anéantir le monde et de nombreux écologistes
persistent à croire qu'il suffit de se déplacer à vélo pour résoudre les problèmes? Avant, les peuples indigènes connaissaient l'autosuffisance. Plus maintenant. Aujourd'hui, ils pataugent jusqu'aux genoux dans les déchets industriels. Les populations de poissons ont été dévastées. Les gens sont malades et affamés. Le MEND attaque directement des infrastructures. Ponts, immeubles, entrepôts, plateformes, pipelines et navires de support. Ils ont réduit les exportations du Nigeria d'un tiers. Ces gens ne plaisantent pas. Ils sont très élaborés. Ils ont fait des études universitaires. Ils ont étudié d'autres mouvements militants. Leur entraînement au combat est si bon qu'ils ont remporté des affrontements contre les forces d'élite du Nigeria. Et les milices privées de la Shell. Savez-vous que les compagnies pétrolières ont leurs propres armées privées? Je ne sais pas si les gens savent d'où vient le pétrole. On ne peut pas le faire pousser dans son jardin. Il ne tombe pas du ciel comme la pluie. Il doit être arraché au sol. Ce qui veut dire que les gens doivent être arrachés à leur terre. Ce qui veut dire que ces gens doivent être écartelés. Ce qui est fait par des armées privées. Comprenez bien ceci. Quelques centaines de gens, bien entraînés et organisés, ont réduit les exportations de pétrole du Nigeria d'un tiers. Le MEND a dit à l'industrie du pétrole « Il est évident que le gouvernement nigérian ne peut pas protéger vos travailleurs et vos investissements. Quittez notre terre tant que vous le pourrez, ou alors vous mourrez. » Je vous garantis que chaque personne ici présente a plus de moyens à sa disposition que tous les membres du MEND réunis lorsqu'ils ont commencé. La résistance n'est pas qu'une possibilité théorique. Elle a lieu en ce moment même. Et la question est, allons-nous la rejoindre? Et si nous disions, quittez notre terre ou vous y mourrez? Et si nous le disions sans plaisanter? Actuellement, un petit groupe de Nigérians pauvres et peu nourris met à genoux l'industrie pétrolière. Ils se souviennent de ce que signifie aimer sa terre et ses communautés. Peut-être parce qu'ils ne nagent pas dans les privilèges, mais dans la boue toxique des extractions pétrolières. Le capitalisme industriel n'est pas invincible. Il ne durera pas éternellement. Il est temps de changer pour passer à une organisation plus sérieuse de la résistance. Et je crois que nous pouvons vaincre. N'oubliez pas qu'il est dans la nature d'un guerrier d'agir. Ne soyez pas intimidés par la force écrasante de l'opposition. Ne soyez pas intimidés par les prédictions pessimistes. Un vrai guerrier doit accepter les défis et transformer l'impossible en possible. Dans la mesure où vous vivez dans cette époque pénible, c'est votre rôle d'affronter les situations créées par la faiblesse et l'ignorance de l'homme. Vous devez mener vos actions par amour du futur, de tous les enfants à venir et de toutes les espèces. Les militants écologistes sont peut-être pénibles et chiants pour les autorités en place, mais pour les peuples à venir, nous serons des ancêtres respectés. En adoptant la voie d'un guerrier et en consacrant ma vie à servir et à protéger ma planète, j'ai été considérablement récompensée. À présent, à 64 ans, je peux dire en toute honnêteté que je suis très satisfait de ma vie et de ce que j'ai accompli. J'ai sauvé des vies.
parce que j'ai agi, des dizaines de milliers de loups, de bisons, de baleines, de séquoias, des dizaines de milliers de dauphins, des centaines de milliers de phoques et des millions de poissons ont survécu et ont eu la possibilité de perpétuer leur espèce. Si les loups, les baleines, les dauphins et les séquoias survivent à l'Holocauste organisé par l'homme, ce sera en partie parce que mon équipage et moi-même avons eu l'audace d'intervenir dans les affaires anthropocentriques des hommes égoïstes. C'était le capitaine Paul Watson. Voilà, on arrive à la fin de cette lecture. Il reste un dernier texte, mais avant, je voudrais donc remercier du fond du cœur Pauline Fivel et Maxime pour ce premier morceau qu'ils ont joué tout à l'heure. Renaud Bistan aussi. C'est toujours trop court. Rappelez que cette soirée est une soirée de soutien au magazine Reporter, que Magazine Reporter est un magazine en ligne qui est apparemment gratuit puisqu'il est ouvert à la lecture. On peut lire tous les articles du Monde dedans. Simplement, si chaque lecteur de Reporter donnait 1 euro, le journal n'aurait plus aucun souci. Donc, cette lecture, voilà, je crois que c'est un présent qui est fait, mais aussi, si on veut avoir une presse indépendante et libre, c'est le cas du journal Reporter, qui ne compte sur aucun budget de publicité, aucune subvention. Ben, je crois qu'il faut aussi s'en donner les moyens, et la démocratie médiatique est à ce prix. Donc, si vous aimez lire Reporter, ben, voilà, pensez-y de temps en temps. Le magazine Reporter est donc dirigé par Hervé Kempf, que nous tenons à remercier aussi du fond du cœur, parce que c'est pour son travail d'une part, mais aussi parce que c'est grâce à lui qu'on peut avoir cette soirée et aussi faire connaître l'ensemble des auteurs dont on a exploré, enfin présenté juste un petit bout. Il faut remercier aussi Audrey Vernon, qui a conçu ce spectacle le 18 janvier à Paris et qui rêvait de le voir un peu partout en France et ailleurs. Il a été joué à Montréal il y a peu. Ça veut dire que, ben voilà, il vit sa propre vie maintenant. Et ça a été un plaisir pour nous de pouvoir travailler sur ces textes. Merci évidemment du fond du cœur à vous tous qui êtes venus. Et puis, avant d'aborder ce dernier texte, je vous rappelle aussi qu'il y a un beau débat qui se prépare ensuite, avec comme invité d'honneur Martine Billard, qui est là, et qu'on attend avec impatience de l'entendre, ainsi que les associations partenaires qui ont coopéré à la fabrication de ce spectacle, certaines comme acteurs, certains au niveau de la logistique, tous au niveau de la diffusion, des tas de choses. Donc il y a Alternatiba qui est là ce soir. Il y a les Canuts Insoumis qui sont ici ce soir et non. Beaucoup se sont livrés à cette expérience périlleuse de monter sur une scène. Tous ne sont pas professionnels. La Maison de l'écologie également est présente sur cette scène. La Maison de l'écologie, on vous en parlera plus tout à l'heure, mais c'est une association importante du 1er arrondissement qui a une longue histoire, qui est une association hébergeuse d'associations qui permet de faire beaucoup de choses. Il faut avoir en tête que c'est un endroit où il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et pour finir les remerciements, avant d'écouter le dernier texte, je dois remercier également les éditions libres
qui ont offert les droits d'auteur, puisque ces textes ont été publiés dans les colonnes de Reporter, mais beaucoup viennent des livres Écologie en résistance, tomes 1 et 2, qui a un site internet qui s'appelle Le Partage, avec des textes de ces auteurs. Donc merci infiniment à tous, aux équipes de Reporter pour leurs chiffres, leur travail. Merci à Hervé Kemp. Et voici le dernier texte, en conclusion, avant le débat. Voici le texte que Fabrice Nicolino a écrit pour le spectacle. Il n'est pas long. C'est l'heure, et il n'y en aura pas d'autre. Je veux dire, c'est l'heure, et quand elle sera passée, elle ne reviendra pas. On aime bien comparer l'époque au plus sombre de l'histoire. Et quoi de plus insupportable que la Seconde Guerre mondiale? Un empire totalitaire tueur de tant de juifs et de tant d'autres hommes, il fut vaincu grâce à l'abomination stalinienne. Le rapprochement se comprend, mais il est absurde. Nous vivons bel et bien un moment unique. Unique depuis qu'Homo habilis, il y a près de 2 millions d'années, a ouvert notre chemin. Tout au long de cette aventure inouïe, l'espèce aura constamment avancé, découvert, puis conquis des déserts chauds, des déserts froids, des îles lointaines, des forêts profondes, des marais, des montagnes puissantes, comme des plaines immenses. Chevaucher la mer, chevaucher les airs et la terre, chevaucher cette vie qu'elle comprenait si mal. Dumas, notre génial Dumas lui-même, écrivait dans son grand dictionnaire de la cuisine, à la fin du XIXe siècle, ces mots saisissants. Dans un cabillaud de la plus grosse taille, on a trouvé 8,5 millions et jusqu'à 9 millions d'œufs. On a calculé que si aucun n'arrêtait l'éclosion de ces œufs, et si chaque cabillaud venait à sa grosseur, il ne faudrait que 3 ans pour que la mer fût comblée et que l'on pût traverser à pied sec l'Atlantique sur le dos des cabillots. Le cabillaud, pour ceux qui l'ignorent, c'est la morue. Poisson si abondant, si généreux, qu'il a fait d'innombrables fortunes du haut de la Norvège jusqu'au pays des Basques, et nourrit son monde pendant des siècles. Dumas, du comte de Monte Cristo, retrouvait avec la confondante naïveté de son siècle l'image de cette corne d'abondance nourrissant si bien Zeus lui-même. La mer, ainsi que ses poissons, n'avaient ni début, ni fin. En 1993, pourtant, le Canada fut contraint d'adopter un moratoire sur la pêche à la morue, jetant des dizaines de milliers de personnes au chômage. Les si fabuleuses réserves du Labrador et de Terre-Neuve étaient bel et bien épuisées. Un quart de siècle plus tard, malgré plusieurs annonces précipitées, la morue n'est pas revenue. Les hommes sont des adeptes de la pensée magique et mécanique. Beaucoup croient, quand ils y pensent quelquefois, qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour amener la lumière. Mais un écosystème qui s'effondre meurt. Et il se moque de nos si petits désirs et volontés. Au fond, malgré le déni qui frappe tant des nôtres, nous sommes de plus en plus nombreux à savoir l'essentiel. La route suivie depuis 2 siècles et demi, les grands débuts de la révolution industrielle, n'est qu'une terrible impasse. Il ne restera bientôt plus rien qui vaille d'être défendu. Les oiseaux, les primates, nos frères, les papillons, les grenouilles, les abeilles nous quittent en masse, sans esprit de retour. La mer est devenue un taudis où l'on navigue au milieu de l'immondice et du plastique. Ces équilibres, vieux de millions d'années, ont été rompus en un siècle de pêche industrielle. La forêt brûle. Partout, le sol, ce badigeon fertile sur quoi tout repose, est attaqué par le sel et l'érosion, 2 phénomènes désormais liés aux activités humaines. Empoisonné en profondeur par la déferlante mondiale de la chimie de synthèse. Nous ne serons plus épargnés. Le climat, dont la stabilité relative a permis l'émergence des civilisations historiques,
menace de dislocation de nos si fragiles édifices. Et la faim, cette horrible compagne, ne manquera pas d'être plus massive quand nous serons 10 milliards, quand certains mangeront de la viande et des ortolans, tandis que d'autres compteront leurs morts. C'est triste? Oui, c'est triste. C'est tragique? C'est tragique, oui. Mais moi qui vous ai mis en garde contre les comparaisons hasardeuses, je vous dois ma petite vérité personnelle. Je suis le fils d'un ouvrier communiste et j'ai été élevé dans le culte de la résistance antifasciste, celle des Manoukians, celle des maquis. À 8 ans, je lisais et chantais à tue-tête 3000 fois, 25 000 fois, le chant des partisans, écrit sur un bout de carton qui a fini par se désagréger au bout des doigts. Nous vivons tout autre chose, mais nous ne pourrons compter que sur la force morale prodigieuse des combattants de 1940, de 1941, de 1942, de 1943, de 1944, mais aussi ceux de 1945. J'entends encore les mots d'un des couplets. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Il ne s'agit pas pour moi d'un chant de guerre, mais d'un appel à l'action immédiate, et de tous, bien au-delà de nos divergences. J'ai lu ces dernières années Alias Caracalla, splendide livre de souvenirs de Daniel Cordier, qui aura bientôt 98 ans. En 1940, il n'est qu'un pauvre crétin royaliste, antisémite, nationaliste enragé. Il va devenir le secrétaire de Jean Moulin, dans la clandestinité, bravant tous les risques, sortant des enfers en sachant qu'il n'y a qu'une humanité, et une seule. J'ajoute volontiers, et une seule terre. Assurément, il faut sortir de la mine et descendre des collines, camarades humains, et ne plus regarder en arrière, car derrière brûlent nos vaisseaux. On ne peut plus reculer, on ne peut plus que se battre, pour un, pour tout ce qui est vivant. René Char, hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Et puis, tu transmettras, tu as été créé pour des moments peu communs. Et encore, si tu rencontres la mort durant ton labeur, reçois-la comme la nuque en sueur trouve bon le mouchoir aride. Qui aime la vie pour de vrai ne saurait redouter la mort.